pt. Donc on aura moins 2 fois pt dérivé fois sinus. Bonjour et bienvenue dans notre première leçon des cours de physique dans laquelle nous vous parlerons ici des paramètres cinématiques du mouvement. Pour bien assimiler cette leçon, le plan suivant sera adopté. Nous vous parlerons dans un premier temps du vecteur position suivi du vecteur vitesse. Ensuite, nous parlerons du vecteur accélération et nous allons enfin en déduire la nature d'un mouvement sur les intervalles du temps. Reste donc abonné à la chaîne pour ne pas louper de nouvelles vidéos. Les paramètres cinématiques du mouvement constituent la première leçon de notre cours de physique et c'est également la première partie de la mécanique. La mécanique, c'est l'étude du mouvement des corps dans l'espace et dans le temps afin de déterminer les lois qui régissent ces mouvements. Elle comprend la cinématique et la dynamique. La cinématique va étudier le mouvement des corps sans tenir compte des causes, c'est-à-dire des forces, alors que la dynamique tiendra compte ici des forces. Et la première partie donc de la cinématique, ce sont les paramètres cinématiques du mouvement. Les paramètres cinématiques du mouvement vont étudier la position, la vitesse, l'accélération et le temps. Pour pouvoir donc ici trouver la position d'un mobile, il faut d'abord situer ce mobile dans l'espace. Nous allons donc faire le choix d'un repère à 3 axes. Nous allons donc placer le point M avec ses différentes coordonnées. Et donc nous aurons la projection axiale de l'origine jusqu'au point M constitue le vecteur position OM. Et de là, nous pouvons trouver ainsi la projection pour pouvoir trouver les coordonnées du mouvement. La première partie, le premier vecteur que nous allons chercher est le vecteur position. À retenir que ça c'est une leçon simplifiée vous permettant ici de retenir l'essentiel. Le vecteur position, c'est la somme des coordonnées du mobile sur chaque axe. La somme vectorielle, bien sûr. Et donc, c'est xi, yj, zk, comme on le sait. Maintenant, x, y et z sont ici les équations paramétriques ou les équations horaires du mouvement de M. Donc, ce sont les équations qui seront en fonction du temps et l'exercice donnera ces équations-là. Extrêmement important. Maintenant, si on nous demandait la distance parcourue par le mobile dans le repère, il faut chercher la norme du vecteur position. Pour trouver la norme, il y a 2 formules. Lorsque les coordonnées initiales sont données et lorsque les coordonnées initiales ne sont pas données. Lorsque les coordonnées initiales sont données, on met racine de x moins x0 au carré, ainsi de suite. Lorsque les coordonnées initiales ne sont pas données, on prend seulement x carré, y carré plus z. Il faut faire attention dans l'exercice. Regardez dans les exemples, par exemple, on a dans les exemples ci-dessous, on a OM égale, ou OM, on a x égale à t plus 1. Donc x0 est donné, on prend la première formule. Alors que dans la deuxième partie, on a x égale à 2t. Là, on prend la deuxième formule. Il faut faire la différence entre ces formules. Alors, nous allons déterminer l'équation cartésienne de la trajectoire. Il suffit d'éliminer le temps entre les équations. Et si on obtient y égale à ax plus b, on dit la trajectoire est une droite. Mais si nous trouvons y égale à ax carré plus bx plus c, la trajectoire est une parabole. Lorsque c'est une parabole, il faut maintenant préciser la concavité de cette parabole. La concavité de la parabole dépendra ici du signe de A. Lorsque le coefficient A qui affecte x carré est supérieur à 0, on dit la trajectoire est une parabole de concavité tournée vers le haut. Dans le cas contraire, la trajectoire est une parabole de concavité tournée vers le bas. Extrêmement important à savoir. Et aussi, nous pouvons prendre une trajectoire circulaire. Lorsque le centre du cercle se confond à l'origine du repère, nous avons donc une équation de la forme x carré plus y carré égale à r carré. On dit donc la trajectoire est un cercle de centre O, de coordonnées 0, 0 et de rayon R. Cependant, lorsque les coordonnées du centre sont connues, alors on aura x moins x0 au carré, y moins y0 au carré égale à r carré. Dans ce cas, on dit la trajectoire est un cercle de centre O
le centre dépendra de toi, le centre A si tu veux, et de coordonnées x0 et y0 et de rayons R, extrêmement important. Il faut savoir donc les éliminer. Il y a d'autres types de trajectoires, mais on ne parlera pas de ça ici parce que ce n'est pas enseigné dans le programme. On pourra voir sûrement dans les exercices. En deuxième lieu, le vecteur que nous allons voir, c'est le vecteur vitesse et nous allons répartir en deux. Le vecteur vitesse moyenne et le vecteur vitesse instantanée. Le vecteur vitesse moyenne, c'est l'accroissement moyen du vecteur déplacement par rapport au temps. Et le vecteur vitesse moyenne est demandé entre deux instants donnés. Extrêmement important. Et lorsqu'on demande ici les coordonnées du vecteur vitesse moyenne dans le repère à trois axes, il faut donc faire la somme des coordonnées. La vitesse moyenne sur les axes, sur l'axe des x, sur l'axe des y et sur l'axe z. Maintenant, pour avoir la valeur de la vitesse moyenne sur l'axe des abscisses, il faut prendre donc la variation de l'axe des abscisses sur la variation du temps. Et l'exercice va vous donner deux temps, au bout duquel vous allez évaluer les deux valeurs de l'abscisse, x1 et x2, parce que x sera l'équation donnée. En calculant x1 et x2, vous pouvez trouver Vm sur l'axe des x. Vous ferez la même chose sur Vmy, ensuite Vmz. Si vous le trouvez, vous remplacez dans le vecteur vitesse moyenne. Pour trouver la norme, il suffit de prendre la racine carrée. On va dire donc la moyenne, ou encore on va dire donc la norme du vecteur vitesse moyenne égale à la distance parcourue sur le temps mis. Et la distance parcourue devient exactement la norme du vecteur position. Et la norme du vecteur position, on l'a déjà vu précédemment. Il suffit donc d'élever les trois coordonnées au carré et tu exprimes la vitesse moyenne en mètres par seconde. Nous allons voir le vecteur vitesse instantané. On parle de vecteur vitesse instantané lorsque les deux intervalles de temps de la vitesse moyenne sont trop rapprochés. Lorsque T2 tend vers T1, la vitesse moyenne tend vers une limite qu'on appelle la vitesse instantanée. Et cette vitesse instantanée, vous le savez, c'est la dérivée du vecteur position. Mais nous voulons simplifier notre cours pour mieux comprendre. Et donc, son expression dans le repère cartésien n'est que la somme des coordonnées. Maintenant, pour avoir la valeur de Vx, Vy et Vz, il faut donc être capable de dériver les équations x, y et z que l'exercice va donner. Donc nous définirons Vx comme dérivée de x par rapport au temps, Vy dérivée de y, Vz dérivée de z par rapport au temps. Si nous voulons voir la norme comme on avait fait précédemment, il faut prendre donc le radical, la racine carrée de Vx carré, Vy carré et Vz au carré. Ce que notre René physique vient d'encadrer ici, V vecteur, il a mis Vx, Vy et Vz. Si on nous dit par exemple les coordonnées du vecteur vitesse, c'est comme ça qu'il faut faire. Extrêmement important. Donc au niveau de la norme, on fait la même chose comme la vitesse moyenne. Et n'oubliez pas de mettre l'unité et d'encadrer, c'est extrêmement important. J'exige là-dessus. Ensuite, nous allons voir donc les caractéristiques du vecteur vitesse au sommet de la trajectoire. Il faut d'abord comprendre que lorsque le mobile est lancé à l'instant initial, lorsque le mobile se trouve au sommet, lorsque le mobile se trouve au point d'impact ou bien à l'arrivée, le vecteur vitesse se comporte différemment. Et au sommet, le vecteur vitesse sera parallèle à l'axe des abscisses. Et cela va faire que V va se résumer à Vx, alors que Vy sera nul ou Vz sera nul. Là, on peut donc conclure en disant que le vecteur vitesse est parallèle à l'axe des abscisses. Ça, c'est la direction de norme V égale à Vx, exprimée en mètres par seconde. Là, il faut calculer tout simplement la vitesse sur l'axe des x. Et tu trouves. Et la question sera très précise à l'ordonnée maximale. Très bien. Maintenant, pour mieux comprendre le vecteur vitesse, parce qu'ici le vecteur vitesse requiert la notion de dérivation, nous allons donc introduire quelques fonctions et leurs dérivées. On va d'abord apprendre comment dériver donc quelques fonctions.
La première fonction, c'est une fonction constante, sa dérivée égale à 0. Exemple, si l'accélération est égale à 2 mètres par seconde carré, alors la dérivée de l'accélération est égale à 0. Moins 2 dérivée égale à 0, moins 3 dérivée égale à 0, moins 1000 dérivée égale à 0, 2 égale à 0. Maintenant, si on a la fonction kt, sa dérivée égale à k. Exemple, si nous avons x égale à 3t plus 1, ou bien, oui, 3t plus 1, Vx égale la dérivée de x par rapport au temps. Sa dérivée égale à 3. Et 1, sa dérivée, c'est une constante égale à 0. Si on a kt carré, qu'est-ce qu'on fait? On fait descendre les deux. Exemple, si nous avons y égale à t carré moins 3t plus 2, on vous demande de calculer Vy, on dira c'est dérivée de y par rapport au temps. Là maintenant on travaille, dérivée de 2 égale à 0, dérivée de moins 3t égale à 3, dérivée de t carré, tu fais descendre les deux là. Donc on aura 2t moins 3. Ensuite, si nous avons la fonction kt à la n, donc l'exposant dépasse les deux, dans ce cas vous faites descendre les n, vous multipliez par kt, prenez t à la puissance n là, vous diminuez de 1. Exemple, nous avons l'axe z égale à 2t au cube. Donc si nous voulons calculer Vz, c'est dérivé de z par rapport au temps. On fait descendre 3, ça multiplie 2. On dit 3 fois 2 égale à 6. Égale à 6. Après 3 là, on enlève 1. Ça va rester 2. Donc on aura 6t carré. Simple, hein? Ensuite, Dr René va nous donner une fonction, la fonction racine de u. Ça veut dire si la fonction se trouve sous le radical, dans ce cas, tu prends la fonction la u dérivée, tu divises par 2 racines de u. C'est simple. Imaginons qu'on nous dit la vitesse égale à racine carrée de 2t carré plus 1. Voilà. Et si nous voulons calculer a tangentielle que nous allons voir devant, ça sera dérivée de la vitesse par rapport au temps. Nous aurons notre u, c'est, donc on prend d'abord 2t carré plus 1, le tout dérivé, égale 2t carré plus 1 dérivé. Maintenant, sur 2 racines de 2t carré plus 1. En haut, maintenant, 2t carré plus 1, on dérive ça. Dérivé de 1 d'abord, c'est 0. Dérivé de 2t carré, ça sera 4t. Donc, on aura 4t sur 2 racines de 2t carré plus 1. Tu peux simplifier 4 par 2. Si on a la forme u sur v, on aura u dérivé fois v moins v dérivé fois u, le tout sur v au carré. Donc, l'exemple, ce n'est pas évident. Nous allons voir maintenant les fonctions trigonométriques qui nous intéressent beaucoup. La première fonction, c'est a sinus de u. Il faut d'abord comprendre que la trigonométrie, c'est sinus. Dérivé de sinus égale à cos. Sinus, cos. Dérivé de cos égale à moins sinus. Maintenant, si on a a sinus de u, ça sera a. On prend u qui est devant sinus, on dérive, après on met cos de u. Exemple, on nous dit x égale à 2 sinus de oméga t. Notre a c'est 2, sinus c'est sinus, notre u c'est oméga t. Si on veut calculer par exemple Vx qui est égal à la dérivée de x par rapport au temps, nous aurons quoi? On aura 2 sinus de oméga t, le tout dérivé, égal à 2 qui est a, facteur de oméga t dérivé fois cos de oméga t. Et dérivé de oméga t, c'est la forme kt. Ça va rester oméga. Donc on aura 2 oméga cos de oméga t. Dérivé de cos, c'est moins sinus. Dérivé de sinus, c'est cos. Il faut d'abord comprendre que la trigonométrie, c'est sinus. Donc sinus n'a pas de problème. Mais cos, il met moins. Pour mieux comprendre. On fait la même formule, mais on met moins. Alors, lorsqu'on a moins a fois u dérivé fois sinus de u, on va prendre un exemple spécifiquement. Y égale à 2 cos de 4 pi t. Alors, Vy égale à la dérivée de y par rapport au temps égale à 2 cos de 4 pi t. Pardon, 2 cos de pi t. Donc, on aura moins 2 fois pi t dérivé fois sinus de pi t. Dérivé de pi t
égale à pi, c'est la forme kt qui est en haut. Donc on aura moins 2pi fois sinus de pi t. C'est simple. Docteur René Physique. Nous allons voir le vecteur accélération. En 3 lieux, nous parlerons du vecteur accélération moyenne, vecteur accélération instantanée et vecteur accélération dans la base de Fresnel. Le vecteur accélération moyenne, c'est la variation du vecteur vitesse par rapport à celle du temps. Pour trouver ces coordonnées dans le repère cartésien, il faut tout simplement faire la somme des coordonnées. A moyenne sur l'axe des x, A moyenne sur l'axe des y, plus A moyenne sur l'axe des côtes. Comment on trouve l'accélération moyenne sur l'axe des x? Docteur René Physique. Pour trouver l'accélération moyenne sur l'axe des x, il faut prendre la variation de la vitesse, ou bien du vecteur vitesse sur l'axe des x, sur la variation du temps. Donc, il faut d'abord, au préalable, calculer le vecteur vitesse sur l'axe des x. Quand tu trouves son expression, tu calcules à la date T1 et à la date T2 pour pouvoir ici les remplacer dans la formule pour trouver l'accélération moyenne. De même, l'accélération moyenne sur l'axe des y, tu vas faire la même chose. Il faut d'abord calculer ici la vitesse sur l'axe des ordonnées. Ensuite, calculer sa valeur aux 2 dates qu'on va vous donner, T1 et T2. Après, tu remplaces. De même, tu vas faire pour A moyenne sur l'axe des côtes. Alors, si nous voulons trouver ici la norme du vecteur accélération moyenne, il va falloir prendre sous le radical et élever ici les coordonnées au carré. L'accélération moyenne ici sera exprimée en mètres par seconde au carré. Docteur René Physique. Nous allons voir le vecteur accélération instantanée dès lors que les enregistrements sont trop courts. On parle ici de la valeur instantanée parce qu'il y a un rapprochement entre les 2 instants. Alors si nous voulons trouver son expression, il va falloir faire la somme des coordonnées sur chaque axe dans le repère cartésien. Et pour trouver chaque coordonnée, il faut dériver les vecteurs vitesse sur chaque axe. Donc ça sera exprimé ici en mètres par seconde carré. Nous allons voir le vecteur accélération dans la base de Fresnel. Il faut d'abord comprendre ici que la base de Fresnel est conçue pour les mouvements curvilignes. Mouvement curviligne, ça peut être un mouvement parabolique, ça peut être un mouvement circulaire. Et la base de Fresnel est associée au mouvement du mobile. Alors que le repère ROIJ est un repère qui est fixe. La base de Fresnel est un repère mobile. Il comprend 2 axes, la tangente et la normale. Si l'accélération est répartie donc dans le repère de Fresnel, elle aura 2 composantes, l'accélération sur la tangente et l'accélération sur la normale. On pourra trouver donc la résultante par A vecteur. Dans un premier temps, nous allons donner d'abord son expression vectorielle. On dira donc A vecteur dans le repère de Fresnel égale à A tangentiel par le vecteur unitaire tau plus A normal fois le vecteur unitaire n. Si nous voulons trouver sa norme, on fera la même chose comme précédemment. Nous aurons donc A égale à racine carrée de A tangentiel au carré plus A normal au carré, exprimé ici en mètres par seconde. Comment on gagne donc A tangentiel et A normal? Dans l'exercice, on va vous dire déterminer les composantes du vecteur accélération dans le repère de Fresnel. La première composante, c'est l'accélération tangentielle. Comme c'est la dérivée de la vitesse, elle détermine donc la nature du mouvement. Pour chercher la nature du mouvement, on se sert de l'accélération tangentielle, qui est donc la dérivée de la norme
de la vitesse, de la norme du vecteur vitesse par rapport au temps. Voilà, d de v sur d de t. Et v sera racine carrée de vx au carré, vy au carré et vz au carré. Ce n'est pas le vecteur vitesse, c'est la norme du vecteur vitesse. L'accélération normale détermine la nature de la trajectoire parce qu'elle est en relation avec le rayon de courbure. Lorsque le rayon de courbure varie, la trajectoire est parabolique. Lorsque le rayon de courbure est constant, il s'agit donc d'un cercle. Lorsque le rayon de courbure tend vers l'infini, le mouvement devient rectiligne. Et quelle est son expression? L'accélération normale, c'est le carré de la norme de la vitesse sur le rayon de courbure de la trajectoire, exprimé également en mètres par seconde au carré. En 4, comment déterminer la nature d'un mouvement sur les intervalles de date donnés? Comment savoir qu'un mouvement est accéléré, uniforme et retardé? Pour cela, le seul moyen à faire, c'est d'étudier la nature. Non. Le seul moyen à faire, c'est d'étudier le signe du produit scalaire. D'étudier le signe du produit scalaire de l'accélération et de la vitesse. De l'accélération et de la vitesse. Dans un premier temps, il faut d'abord connaître l'expression du produit scalaire. Lorsque nous prenons donc deux grandeurs vectorielles de coordonnées données, c'est-à-dire l'accélération, le vecteur accélération et le vecteur vitesse, le produit scalaire de ces deux vecteurs, on fait la somme des coordonnées sur chaque axe. On fait la somme du produit des coordonnées sur chaque axe. On aura donc AX, VX, AY, VY, plus AZ, VZ. Ensuite, on détermine la valeur du temps qui va annuler le produit A fois V. Parce que A et V seront calculés. Dès lors qu'on pose A fois V égale à 0, on trouve le temps. Lorsque le temps est trouvé, ce sera donc notre signe de notre fonction qui annule la dérivée. Nous allons donc établir le tableau de signes de A fois V. Dès lors que le tableau de signes de A fois V est souvent défini, dans la plupart des cas, le tableau sera borné de 0 à plus infini. Parce que normalement, le produit A fois V, c'est dans R, donc c'est de moins infini à plus infini. Mais comme en physique, on commence l'enregistrement à l'instant t égale à 0, on prendra de 0 à plus infini. Et de 0 à plus infini, on met la valeur du temps qui annule A fois V. Dès lors qu'on trouve un signe négatif quelque part, alors A fois V inférieur à 0, mouvement retardé. Lorsque A fois V est supérieur à 0, mouvement accéléré. Dans ce cas, on va trouver le signe plus. Si c'est une seule solution, avant la racine, c'est un signe moins. Après, c'est le signe plus. Mais dès lors qu'on trouve A fois V égale à 0, il ne faut pas qu'on se presse d'abord pour dire que c'est un mouvement uniforme. Il y a des choses à savoir. Lorsque l'accélération est nulle et que le vecteur vitesse est constant, dans ce cas, le mouvement est rectiligne et uniforme. Ça, c'est la première situation à savoir. Deuxièmement, lorsque l'accélération n'est pas nulle, c'est-à-dire elle est constante, mais que le vecteur vitesse également est constante, et que le produit scalaire de ces deux, ou bien les deux, et que les deux ont un support orthogonal, dans ce cas, le mouvement est circulaire uniforme. Pourquoi? Parce que si les deux ont un support orthogonal, le produit scalaire de deux vecteurs égale la norme de A fois la norme de V fois le cosinus de l'angle formé. Et si les deux sont perpendiculaires, l'angle formé égale à 90, donc ça sera 0. Dans un troisième cas, lorsque l'accélération est constante et que la vitesse aussi n'est pas nulle, mais qu'à un instant donné, la vitesse devient nulle, dans ce cas, on dit le mobile change de sens de parcours. C'est extrêmement important.